la première décision que tu as prise dans ton workflow, la toute première, tu peux la changer au moment, genre la veille de l'envoi aux plateformes ou la veille de l'envoi à ton client. Tu peux revenir sur ta toute première décision. Au niveau du cerveau humain, c'est trop compliqué d'imaginer un système où c'est possible parce que tu peux en fait remettre en question absolument tous les choix et t'éloigner de l'intention et de l'énergie créative qu'il y avait au début. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de réfléchir comme ça. Tu as une passion ? Tu as un projet ? Bienvenue sur The Side Project Café, le podcast où on met en lumière ta passion. Je m'appelle Quentin, je suis le fondateur de Side et aujourd'hui je vais être ton hôte. Alors installe-toi bien, ça va bientôt commencer. Bon, on commence ? Bah si tu veux, vas-y, let's go. Salut Max ! Bah salut Quentin. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans ce... ça va être le deuxième en fait, donc c'est très bien, épisode de The Side Project Café. Yeah. C'est trop cool que tu sois là aujourd'hui, et en fait aujourd'hui on est dans un endroit qui est hyper cool, un endroit un peu spécial dont tu vas pouvoir parler juste après, qui est chez toi, oui, mais qui est aussi le Raccoon Studio. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Raccoon Studio ? Bah ouais, en fait, moi ça fait assez longtemps que je fais de la musique, et en fait j'ai toujours voulu avoir cet espace, ce grenier, en fait ça a débuté dans un grenier chez mes parents, puis après dans mon ancien appart. Et j'aime bien un peu l'imaginaire du grenier parce que c'est là qu'on stocke les vieilles choses, les vieilles archives. Et moi, je voulais recréer cette espèce de cocon créatif et créer mon studio avec pas mal de matos vintage, d'où un petit peu le grenier, les vieux disques. J'ai aussi toute ma collection de vinyles et mes instruments pour créer cette espèce d'ambiance où je me sens bien. J'ai un gros tapis, j'ai de la lumière tamisée. C'est très important pour moi d'avoir cet esprit d'être à la maison, mais en même temps, on est dans un endroit créatif. Pour enregistrer, faire de la musique. Ouais, c'est absolument génial. Là, vous pouvez absolument pas voir là où on est, mais en vrai, c'est un endroit qui est hyper cocooning. Oui. Là, je suis assis dans un gros canapé, je me sens hyper bien. Je vais essayer de pas m'endormir pendant ce podcast. et c'est vrai que c'est top. Il y a une lumière qui est hyper chaude. Ouais. On a l'impression d'être un mélange entre les années 60, 70, plus avec un côté assez moderne. Ouais. Il y a plein d'instruments partout, donc moi j'adore. Ouais. Et c'est vrai que c'est un endroit où on se sent vraiment bien et où je pense que tous les artistes qui passent par ici se sentent aussi hyper bien et produisent des super trucs. Bah écoute, c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai, c'est intéressant que tu dises ça parce que y a pas mal d'artistes qui redoutent le côté gros studio. C'est un truc dont on m'a parlé récemment. Et je me suis dit, mais attends, c'est génial parce que du coup, forcément, moi qui peux éventuellement avoir peur d'être limité dans mon espace, finalement, il y a cet aspect-là que j'avais pas forcément imaginé, qui plaît aux gens de se dire, je suis chez lui, il y a un côté très à la maison et pas intimidant des gros studios où tu as des grandes pièces avec un ingé son derrière une vitre qui te dit, allez, vas-y, c'est la take de ta vie, tu vois. Là, il y a un côté où on peut prendre plus le temps et d'être plus à la maison, donc moins de pression quand on enregistre. Et ça, je pense que c'est important. Ouais, c'est top. C'est canon. Alors, nous, en fait, comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Parce que tu vois, la situation est un peu drôle parce que dans ce podcast, vous allez voir des gens qui sont avec des parcours hyper différents, avec des passions hyper différentes, avec des projets, on va appeler ça des projets parallèles, des side projects qui vont prendre plus ou moins de place. Max, j'ai d'abord vu ton contenu sur Insta. Ouais. Que tu postais assez souvent avec une super esthétique. Franchement, je vous conseille d'aller voir The Raccoon Studio sur, si c'est bien ça le nom du compte, il me trompe pas. Raccoon Studio, ouais. C'est parfait, sur Insta parce que tout l'univers est hyper esthétique, tout est hyper léché. Il file des super conseils, donc c'est hyper intéressant. Si la musique et l'enregistrement à bande, donc ça on en parlera un peu plus tard, vous intéresse, mais c'est vraiment quelque chose qui est top. Et petit point que je tiens à spécifier avant qu'on rentre dans les questions que j'ai posées à Max aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un super son sur ce podcast parce qu'il est enregistré dans le studio de Max, donc on a des super micros, on a des super processeurs et tout, donc je pense qu'on va vraiment avoir un truc très cool. On va essayer, j'espère. Moi aussi. Normalement ça devrait aller. Mais j'en suis sûr. Alors, Max, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours, d'où tu viens ? Moi, j'ai grandi dans l'ouest de Paris, à Versailles, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait de la musique très jeune. Je crois que j'ai commencé la guitare entre 5 et 6 ans. Ah ouais. Et moi, mon obsession au début, c'était de jouer les morceaux des Beatles. J'avais le CD là, du Double Rouge. J'ai un souvenir très clair dans ma chambre avec le lecteur CD. Et j'avais les partitions et j'essayais de jouer Help, ce genre de morceaux. Donc très jeune dans ma chambre. Et mes frères aussi me dupliquaient des cassettes d'ACDC. Donc c'était un mélange de Beatles, de rock. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la musique.
Donc très vite, j'ai fait pas mal de guitare. Et en fait, en parallèle, j'avais accès à un ordinateur. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire les premières compositions sur un vieux logiciel qui s'appelait Guitar Pro, qui était un logiciel pour apprendre la musique. Ouais, je vois très bien. Et donc en fait, cette attirance pour à la fois le côté informatique et la musique, les deux en fait m'ont tout de suite intéressé. Et dès que j'avais un micro, j'étais sur Audacity, j'enregistrais des choses avec mes potes, c'était nul, hein, mais c'était les prémices. Et il y avait cette curiosité en fait de pouvoir enregistrer, réécouter, utiliser des effets. Et donc très vite, ça m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'avais ce côté un peu nerd de façon générale. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur par la suite. Et du coup, pendant ces études d'ingénieur, j'ai été un peu entre l'électronique et l'informatique. Et je me suis spécialisé à la fin pour l'audio et l'acoustique parce que forcément, c'était ce qui était lié à la musique, à ma passion. Et ça m'a permis de découvrir vraiment les concepts théoriques qu'il y avait derrière et des choses assez dingues. Dans des infrastructures en plus qui étaient folles. On avait une chambre anéchoïque, donc tu sais, les chambres sourdes là où t'entends rien. T'entends strictement rien, il y a zéro repos. On te dit que tu deviens fou après 20 minutes dedans alors que c'est complètement faux. Mais ça fait un effet assez fou. Et puis t'as la chambre d'à côté qui est l'exact opposé, une chambre réverbérante où là t'entends, c'est pire qu'une église quoi. Ça a une réflexion qui est hyper longue. Donc les deux, c'était assez fascinant de côtoyer ça et de faire des expériences dans ces lieux-là. Et attends, juste pour... on reviendra après sur tout le parcours et là où t'es allé là. Juste la différence entre la chambre anéchoïde et la chambre réverbérante. La chambre anéchoïde, c'est tu fais tomber une pièce, t'entends juste le ping et t'entends pas du tout la réverbération. Exactement. Donc le son, il va être très court, très net. Très absorbé en fait. Très absorbé. Ouais. Dans la chambre, ça va être un peu comme dans le brouillard en fait, c'est ça. C'est comme dans le brouillard. T'es au ski sur un télésiège. J'ai un peu cette image il y a de la neige partout et t'entends zéro bruit. Exactement. La montagne enneigée, c'est un très bon exemple parce que la neige absorbe tous les sons. Donc il y a pas d'écho, il y a pas de réverbération. Alors que dans la chambre réverbérante, c'est tout couvert de carrelage. C'est comme une immense salle de bain, si tu veux. Ouais, je vois le truc. Donc, une pièce tombe et là, ça explose dans tous les sens. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu me disais avant, et on va revenir sur ton parcours juste après, tu me parlais de cassettes d'ACDC. Ouais. Et ça, je trouve ça assez rigolo parce que les cassettes, c'est un truc qui est vintage, mais pas si vintage que ça. Ouais. Tu vois, je pense que moi qui suis de 95, j'en ai eu un peu, mais pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, je trouve ça rigolo que tu le cites assez tôt, parce que je trouve que ça a quand même un lien avec ce que tu as fait après, et avec notamment ce projet-là, qui est le Raccoon Studio. Ouais, en fait, c'était déjà has-been, les cassettes, parce que moi, c'était au milieu des années 2000, donc c'était déjà complètement has-been. Et les gens étaient soit sur du CD, soit même déjà, en fait, sur l'ordinateur, à s'échanger des MP3. Et en fait, on avait un magnétophone avec un petit micro intégré. Et pareil, on jouait dessus, mes frères jouaient dessus, et moi aussi, on avait genre une seule cassette qu'on avait réécrite des milliards de fois avec soit des petits sketchs audio, soit des trucs à la guitare. Enfin, c'était... Donc il y avait déjà cette interaction avec le côté physique de la bande où tu dois enregistrer, puis réécouter, mais en fait tu dois rembobiner. Donc il y a vraiment tout ce workflow m'intriguait déjà, quoi. Ok, hyper intéressant. Et attends, et tu parles de tes frères, toute ta famille est musicienne aussi ? Alors, moi je suis le dernier, on est 3 frères. Ouais. Mes 2 plus grands frères sont aussi musiciens. Et mes parents étaient un peu musiciens, mais plus de façon amateur. On va dire que mon père était très intéressé par les groupes de musique anglais des années 60-70. Ouais. Et ma mère était très créative. Donc en fait, je pense que c'est le mélange des deux qui a fait, il y en a un qui est très passionné par la musique pop-rock, l'autre qui est très créatif, du coup on va créer de la musique pop-rock, quoi. Il y a un côté évident, tu sais, de croisement des influences. C'est génial, c'est absolument génial. On revient sur ton parcours. Ouais. Donc tu nous as dit que tu as fait des études d'ingénieur, que tu t'es spécialisé dans le son, dans l'acoustique et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait après ? Donc c'est à peu près, donc pendant mes études, c'est aussi la période où je me suis vraiment lancé dans le fait d'enregistrer la musique sur ordinateur, et je me suis énormément formé, et aussi là que j'ai acheté la majorité du matériel que j'ai aujourd'hui, parce que j'étais passionné par ça en parallèle, et en même temps je me suis dit ces études là tu sais, tu dis il faut que je trouve un travail, etc. C'est intéressant parce que
je me souviens très bien que pendant mes études, vers le master, j'avais le choix entre faire du machine learning et tous les sujets un peu trendy du moment. Ouais. Et le fait d'aller faire de l'acoustique et de l'audio, alors que tout le monde me disait que c'était un domaine qui était un peu mort, où il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui embauchaient, etc. Et j'étais pas sûr de moi, et j'étais allé voir mon directeur de faculté, et je lui avais demandé du coup ce qu'il en pensait. Et il m'avait dit, mais en fait, si t'es intéressé par l'audio et l'acoustique, fais de l'audio et l'acoustique, la question s'arrête là en fait. Et j'ai trouvé ça hyper rassurant d'avoir cette sorte de figure d'autorité qui m'incitait à aller là où j'avais envie d'aller et de faire ce qui m'intéressait. Et donc c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans et que j'ai pu ensuite, donc j'ai fait un stage chez Sony en Allemagne, et puis après j'ai cherché du travail et je suis tombé donc sur une entreprise qui s'appelle Trinov Audio, dans laquelle je travaille encore actuellement, et qui fait en gros des processeurs acoustiques dont l'objectif est d'améliorer un système d'écoute en calibrant des haut-parleurs. D'accord, ok. Donc que ça soit dans des studios de musique, que ça soit dans des cinémas, dans des studios de post-prod, etc. Ou même pour des particuliers, non ? Ou même pour des particuliers qui aiment l'hi-fi, qui veulent s'écouter des disques dans leur salon, tout ça. D'accord, ok. Et là-bas, tu fais quoi ? Donc là, moi je suis rentré en tant qu'ingénieur R&D audio, ce qui est un peu large. Ok. Mais du coup, moi ce que j'ai fait, c'est je suis un petit peu à mi-chemin entre la recherche, donc les sujets vraiment acoustiques, traitement du signal, donc comment on va élaborer les algorithmes d'optimisation acoustique, et le développement qui est de vraiment mettre les mains dans le code et de mettre ça en application sur une machine, quoi. Donc je suis un petit peu entre les deux. Ok, génial. Génial. Et maintenant, si on fait le parallèle avec le Raccoon Studio. Ok. Donc, t'as monté ça, à la base c'était dans ton grenier. Ouais. Après, ça a déménagé dans ton appartement. Ouais. Tu m'as dit que c'était on va appeler ça un process qui a duré un peu dans le temps, d'aller trouver ton matos, d'aller trouver ta patte, d'aller trouver ce style. Mm-hmm. Quand est-ce que tu t'es dit que la spécificité du Raccoon Studio, enfin moi c'est comme ça que je le vois, corrige-moi si jamais je me trompe, c'est d'avoir un enregistrement Mm-hmm. qui soit fait dans les règles de l'art que j'appellerais vintage. En fait, ça vient du fait que je me suis énormément questionné sur ma façon de faire. En fait, pour faire de la musique, il y a des millions de genres de musique, mais il y a aussi des millions de façons de faire la musique. Et la façon de faire la musique, elle n'est pas du tout indépendante du produit fini. En fait, je me suis rendu compte par mon expérience perso d'artiste, compositeur, interprète, tout ce que tu veux. Quand je faisais mes chansons, je me rendais compte que la façon dont je les faisais avait une grande importance, enfin un grand impact sur le produit fini. Ça m'a intéressé et je me suis dit alors, mais comment je vais trouver ma façon de faire qui me convient à moi ? Et en fait, je me suis rendu compte que la manière d'enregistrer à l'époque, elle a énormément de limites, mais elle a aussi beaucoup d'avantages. Et donc les limites, c'est évidemment que on peut pas vraiment retoucher ce qu'on enregistre, on a un nombre de pistes qui est limité, on a une qualité audio qui est théoriquement moins bonne, etc. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, ces limites, c'est des choix que tu as en moins, mais le fait d'avoir moins de choix, c'est aussi hyper libérateur pour l'esprit. Parce que tu te dis, peut-être un peu à l'image de quand j'avais mon petit magnétophone dans mon grenier qui avait genre une piste et je pouvais faire qu'une prise, etc. Et en fait, tu te dis, contrairement à l'ordinateur où j'ai un éventail de possibilités qui est quasiment infini, et là, je me restreins volontairement pour me concentrer sur ça, sur l'essentiel et ce sur quoi je peux vraiment avoir un impact. Donc, quand je vais faire une prise, ça va être vraiment ma façon de jouer, l'interprétation, l'émotion. C'est ça qui va compter parce que j'ai pas la possibilité de retoucher à l'infini tous les petits détails, toutes les petites choses. Et il y a un constat qui m'a un peu bouleversé quand je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, quand tu es dans un workflow purement numérique, donc sur un ordinateur, et ça vaut pour la musique, les films, la photo, etc. La première décision que tu as prise dans ton workflow, la toute première, tu peux la changer au moment, genre la veille de l'envoi aux plateformes ou la veille de l'envoi à ton client, tu peux revenir sur ta toute première décision. Et ça m'a... Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de réfléchir comme ça. Parce que si tu commences... encore une fois, c'est personnel, mais...
je trouve qu'au niveau du cerveau humain, c'est trop compliqué d'imaginer un système où c'est possible, parce que tu peux en fait remettre en question absolument tous les choix et t'éloigner de l'intention et de l'énergie créative qu'il y avait au début. Au début, quand tu fais un morceau, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a une énergie, il y a un feu créatif qui te pousse à brancher tout ton matériel, à commencer à enregistrer. Ouais. Et je trouve que la possibilité de revenir là-dessus, c'est très dangereux, parce que ça peut aussi détruire ce qui était exactement la raison pour laquelle tu t'es dit « mais là, ça, faut que je l'enregistre ». Et du coup, avoir ces contraintes avec l'enregistrement analogique, je trouve que ça crée une sorte de limite qui est assez saine. C'est un bon équilibre, parce qu'on peut quand même faire des choses, on peut quand même mixer le morceau, on peut quand même corriger certaines choses, mais il y a des choses auxquelles on peut pas toucher, et je trouve que dans les années 60-70, on a trouvé pile le sweet spot entre ce qui était possible technologiquement de faire et les limites qui te permettent de préserver aussi l'aspect humain d'une prestation, quoi. En fait, je trouve ça hyper intéressant, tout ton raisonnement et comment est-ce que tu le vois. Parce qu'en fait, on le voit beaucoup aussi dans n'importe quel art et dans n'importe quel autre métier. En général, le fait de se dire « je peux revenir sur la décision initiale un jour avant », d'un point de vue cérébral, d'un point de vue mental, c'est hyper compliqué. Ouais. Parce que ça veut dire que tu peux remettre en doute à chacune des étapes de ton parcours ce que tu as fait au début. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, soit tu n'arrives à rien, soit tu refais le travail encore et encore et encore et encore et encore. Et en fait, je pense qu'il y a même l'effet inverse où certaines personnes peuvent se dire au départ, c'est pas forcément le plus important. Alors que, en général, quand tu fais de la musique, quand tu fais de la photo, quand tu fais de la peinture, quand tu fais de l'art, quand tu fais n'importe quoi, l'un des points le plus important, c'est ta production initiale. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Ouais. Et après, tu l'améliores et après, tu le fais avancer. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi sur l'idée. Et en fait, malheureusement, on voit, bon, ça c'est mon point de vue personnel, tu parlais de machine learning avant, donc d'IA pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Ce qu'on voit aussi avec l'apparition, et c'était pas forcément normalement une volonté de parler d'IA là maintenant tout de suite, mais je trouve ça intéressant, on voit qu'avec l'apparition notamment de l'IA générative ces dernières années, ces 2, 3, 4 dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah ça je peux le produire, ça je peux le faire, et en fait où ils vont se dire bah je vais dialoguer avec ChatGPT pendant 3 heures, et ils vont arriver à un truc où ils vont pas du tout être contents de ce qu'ils ont fait, et parce que l'idée de départ était pas là, et parce que en fait l'intention à la base était soit pas assez bien définie, soit on leur a donné trop de choix après, ce qui fait qu'ils sont partis dans tous les sens et ce qu'ils se sont dit, bon, en fait, à la fin, je sais pas où je veux aller. Et donc, malheureusement, ils vont être pas aussi fiers de ce qu'ils ont fait qu'ils auraient pu l'être. Et ça va les frustrer. Ouais, complètement. En fait, on pense que c'est en donnant... on donne l'illusion à des gens de pouvoir créer des chefs-d'œuvre parce qu'on leur donne on facilite... En fait, on est en... Ce sont juste des facilitateurs techniques. Mais on oublie que c'est pas le fait de faciliter la technique qui fait que tu fais une super œuvre. Ce qui fait que tu fais une super œuvre, c'est que tu as une belle inspiration, une inspiration sincère, une émotion que tu veux transmettre. Et finalement, la technique, elle doit être au service de cette émotion, mais c'est pas parce que j'ai les outils que... C'est exactement comme si ChatGPT, en fait, te donnait tous les ingrédients pour faire une recette de cuisine, ou même te disait comment la faire, mais c'est pas pour autant que tu vas te transformer en Joël Robuchon. J'ai dit ça au pif, je sais pas, j'y connais rien. Ça marche, Joël Robuchon. Mais ouais, tout à fait. Et un autre parallèle qu'on peut faire aussi, et que je trouve assez réaliste, parce qu'on voit que la photographie argentique, notamment, revient à la mode, qui est à peu près exactement le même procédé que l'enregistrement sur bande, mais pour la photo. En fait, on voit, et moi personnellement, je voyais mes parents quand ils prenaient des photos, à l'époque avec les appareils photo, avec les pellicules, ils prenaient une photo. Ou 2 photos. Et en fait, on devait poser, sourire, et en fait, je me souviens qu'ils me répétaient souvent, mais souris, ou il y avait cette chose-là. Et en fait, maintenant, avec les téléphones, avec le numérique et ainsi de suite, c'est super parce que ça a démocratisé le fait de prendre des photos et c'est devenu hyper facile. Mais moi, je regarde mon appareil photo, enfin mon iPhone, j'ai 25 000 photos dedans. Absolument pas triées, dont, je vais pas dire la moitié, mais peut-être le tiers sont floues, ou sont en double, ou sont pas du tout à la bonne place. Et c'est vrai que revenir à quelque chose de plus essentiel, de ce qu'on appelle beaucoup plus analogique en fait, beaucoup plus vrai,
peut aussi permettre d'avoir un ressenti et aussi de se dire, en fait, ça, je vais peut-être le réécouter parce que si, c'est peut-être pas forcément parfait. Ouais. Mais parce que ça symbolise un moment. Ouais, complètement. Il y a un rapport au volume, en effet, qui est... tu parlais des photos iPhone. Moi, j'ai perdu toute ma galerie parce que j'ai cassé un téléphone. J'ai perdu toute ma galerie pendant genre 1 an de photos. Je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. J'ai mis une semaine à me rendre compte que j'avais perdu mes photos. Et en fait, au début, je me suis dit, ah zut, j'ai perdu toutes mes photos. Et au bout d'1 heure, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en fichais. Parce que, comme tu dis, c'est des photos plus utilitaires où il y a quelques paysages que tu vas prendre. Mais en fait, il n'y a pas cette vocation de... Alors que quand je prends un appareil photo argentique, je tiens beaucoup plus à ces photos parce qu'il y a un investissement émotionnel, il y a un investissement financier évidemment, mais aussi émotionnel dans ce moment qui est de prendre la photo, qui est beaucoup plus fort, et donc du coup il y a une attache émotionnelle qui est plus forte à ce que tu crées, quoi. Donc on pourrait faire le parallèle avec peut-être quelqu'un qui écrit une chanson qui parle d'un sujet qui lui est très cher ou qui... permet de matérialiser une émotion qui lui est très chère, contre générer 50 morceaux sur prompt, sur Suno. Ouais. Je pense que sa chanson, il s'en serait souvenu 2 semaines, alors que les 50, c'est impossible qu'ils se souviennent des 50 chansons de Suno, parce qu'il n'y a pas de rapport émotionnel direct et fort entre les deux. Donc, en fait, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut choisir le matériel qui permettent au maximum de préserver ça, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important dans l'art. Et après, moi, je fais pas que de l'analogique, je travaille aussi beaucoup avec l'ordinateur. Mais l'idée générale du studio, c'est que même si on travaille dans l'ordinateur, on essaie de garder cette philosophie-là, quoi. On essaie de garder en fait, le fait de valoriser... quand on prend une œuvre d'art, on t'avait parlé des étapes et du début. En fait, il y a plein d'étapes. Il y a d'abord l'inspiration, après tu vas composer le morceau, écrire les textes. Après, tu vas réfléchir à l'arrangement, tu vas commencer à enregistrer. Ensuite va venir le mix et puis le mastering. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte de chaîne. Et les Américains, ils disent beaucoup shit in, shit out. Et ça, c'est vrai dans énormément de choses. Ouais. Si tu produis pas quelque chose qui est pertinent et qui est de qualité au début, t'auras beau utiliser tous les traitements possibles, t'arriveras pas à quelque chose de bien, quoi. Donc l'idée, c'est de vraiment se dire, bon, le morceau, est-ce que c'est un bon morceau ? Est-ce qu'il raconte quelque chose ? Et si c'est un bon morceau, super, on va faire en sorte de le sublimer. Mais déjà, il faut qu'il y ait une belle composition, un bon morceau. Et ça, pour moi, c'est le plus important, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Un truc qui est assez rigolo, parce que moi, comme toi, je suis guitariste de base. Ouais. Et je me souviens qu'un de mes profs de guitare m'avait dit, qui était un super guitariste qui joue notamment avec Elliott Murphy et ainsi de suite, il m'avait dit, pour t'assurer que le son, que ta composition, que ta chanson, que ce que tu sortes soit cool et sonne bien, il m'a dit, c'est cool, t'as une super guitare électrique, t'as un super ampli, ça fait un beau son. Va tester, va écrire ta chanson sur une acoustique. Ouais. Et sur une acoustique toute pourrie. Ouais. Et en fait, en faisant ça, il m'a dit, tu vas être obligé d'être hyper net, assez précis, et surtout de pas en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que on te permet de faire ça. Et en fait, c'est un peu le process qu'on a dans le workflow musical aussi dont tu parles, de se dire, une fois que j'ai écrit ma chanson, que j'ai composé ma chanson, en général, avant de rentrer en studio, on aime bien faire des maquettes. Donc on aime bien se dire, j'ai déjà enregistré ma chanson pour voir à peu près comment elle sonne, de la manière la plus neutre possible. Donc je mets pas 15 milliards d'effets, je mets pas 15 milliards d'instruments, mais au moins j'ai mis différentes parties, j'ai mis différentes paroles, et tout ça est à peu près posé. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, après on peut commencer à se dire, ok, je peux rajouter des choses. Mais déjà, l'important, de mon point de vue, et d'après ce que j'entends de ton point de vue aussi, c'est d'avoir les bases qui soient solides. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, là, le parallèle de ton prof avec la guitare, c'est pareil. La guitare acoustique, c'est le fait de se mettre une limite et de pas avoir la panoplie d'effets que tu aurais sur une guitare électrique. Du moins, en tout cas, pour la phase d'écriture et la phase où tu formalises les idées que tu avais en tête. Et moi, l'idée, c'est pas du tout de dire qu'il faut pas utiliser les effets et tous les outils, au contraire, mais de dire il faut que la technique, elle soit, et que toutes ces choses-là soient au service de l'inspiration initiale, et qu'elle sublime l'inspiration initiale, et pas juste que ça soit une sorte d'artifice pour créer quelque chose de
tu vois, comme si t'avais rien composé, mais que juste tu vas prendre une guitare avec un bel effet et ça va créer la compo. Non, si t'as une belle compo, tu vas la sublimer avec cet effet-là, mais je crois assez peu en le fait que la technique puisse juste d'elle-même créer l'inspiration et l'émotion. Pour moi, c'est plutôt... elle précède cette étape-là. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais bon, après, je pense qu'il y a différentes manières de faire, et on connaît des artistes qui produisent en masse, en s'enfermant dans un studio, et ça leur réussit très bien. Hein. Ouais. Après, c'est pas ta philosophie. Bah après, s'il y a une bonne inspiration et qu'une personne vient avec beaucoup de morceaux et qu'on trouve le workflow qui va vite, la vitesse, au contraire même, j'aurais tendance à dire que l'enregistrement sur bande, moi, ça me fait aller beaucoup plus vite parce que comme il y a plein de choix que je peux plus faire parce que je me mets dans des situations où je peux plus revenir en arrière avec la bande, bah du coup, en fait, j'arrive à enregistrer des morceaux 2 à 3 fois plus vite qu'avant, où je me perdais dans des... Ouais, bah il y a un truc qui est un peu ce qui fait la particularité de la bande, c'est qu'on a un nombre limité de pistes. Et donc, en fait, quand tu arrives au maximum du nombre de pistes que tu peux enregistrer, tu es obligé, en fait, de condenser, par exemple, 6 pistes en 2 pistes. Et du coup, tu peux plus, après, retrouver les équilibres d'éléments. Tu peux plus, par exemple, traiter individuellement la guitare. Parce que la guitare, elle a été mélangée avec la batterie, la basse et le tambourin dans une seule piste. Et donc, du coup, c'est fini. La guitare, elle a le son qu'elle aura. À la fin, tu peux plus rien faire. Et du coup, bah, quand vient le moment du mix final de ton morceau, finalement, t'as que 8 pistes. Mais t'as déjà mixé la batterie, la guitare, le tambourin et la basse ensemble. Donc, c'est déjà fait, quoi. Et du coup, comme t'as moins de possibilités, tu te concentres sur l'essentiel. En fait, j'aime bien le parallèle avec... en fait, dans ta tête, tu as un peu une sorte de micromanager qui se met en place, tu sais, qui veut avoir un regard sur tout et qui veut être hyper exigeant et dire non, là, il faut changer de 0,1 dB, etc. Mais en fait, ça te force à avoir des choix plus macro, avec un peu plus de recul. Déjà, le matériel analogique, il n'y a pas la notion de regarder à 0,1 dB près, c'est que des faders physiques où tu sais jamais exactement à quel niveau tu es. Donc c'est que avec les doigts, t'as pas d'écran face à toi, donc tu n'as pas de retour visuel. D'accord, ok. Du coup, tu t'es juste concentré sur tes oreilles, et en fait, tu te rends compte que ce que ton oreille peut entendre a finalement une résolution beaucoup plus large que ce que tu serais capable de faire avec un ordinateur où tu vois les moindres petits détails. Du coup, tu peux passer des heures à changer des choses que tu n'entends même pas. Alors que là, tu es limité en termes d'outils, mais tu vas juste te concentrer sur ton retour auditif, ce que tu entends, et tu vas te dire, bon là, la basse, elle est un peu forte, ok. Alors, la guitare, elle est un peu criarde. Et tu vas rester en fait avec des termes même qui sont assez macro, dire qu'une guitare est criarde, c'est assez... tu vois, je vais pas dire exactement la fréquence à laquelle... C'est un ressenti global. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça te fait réagir à des ressentis. Et les ressentis, ça reste de l'émotion. Donc on n'est pas dans quelque chose de trop technique et précis. On reste dans quelque chose de... On prend du recul, on écoute et on se dit, bon, qu'est-ce qui manque ? Comment je vais rééquilibrer ce truc-là ? Et on fait des décisions assez macro. On fait pas la micro-décision qui te fait perdre vachement de temps et qui finalement est assez contre-productive. Ok, top, hyper intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette vision-là, n'ayant jamais enregistré sur bande. Cette vision-là de... T'as vraiment un nombre limité de pistes et un nombre limité de... Et en fait, tu vois pas du tout, t'as pas du tout un retour visuel, numérique de ce que tu fais. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Toi, si en tant qu'à la fois artiste et à la fois, on va appeler ça ingénieur son, producteur, comment est-ce que tu résumerais ton workflow? Par exemple, tu veux créer une nouvelle chanson, tu veux composer quelque chose, comment est-ce que tu t'y prendrais, toi? Ou comment est-ce que tu t'y prends avec les différentes étapes? Tu veux dire pour moi ou quand j'accompagne d'autres artistes? Un mélange des deux. Ok, tu veux dire vraiment comment on fait concrètement? Ouais. Alors, en tout cas, moi, quand c'est pour mes morceaux, il y a déjà la phase de jeunesse dont je te parlais, où tu as une inspiration qui te pousse à écrire un morceau. Donc, tu as vraiment le côté, l'émotion au début. C'est vraiment de l'émotion pure et la créativité pure, où tu vas trouver une mélodie, peut-être trouver quelques paroles du yaourt, ou peut-être certains trucs que tu vas garder jusqu'au bout parce qu'il y a une sonorité dans les mots qui vont avec la musique. Et ça, j'aime beaucoup cette période-là, cette phase-là, parce que c'est en général une phase très euphorique. Et pour moi, il faut la chérir parce que c'est ce qui fait l'âme du morceau. Ensuite, tu as une deuxième phase qui est toujours dans l'écriture, où tu vas faire un petit peu... tu vas combler les trous. Par exemple, il te manque un pont, tu vas trouver le pont. Il te manque certaines paroles et tu veux faire une sorte de
de textes un peu homogènes qui racontent quelque chose. Donc là, tu es toujours dans la créativité, mais tu es dans quelque chose qui est un peu plus cérébral, parce que là, maintenant, on se dit, bon, ok, il faut que ça soit un peu logique, faut pas que je dise quelque chose et son contraire dans les paroles, okay. Bon, et encore, à la rigueur, pourquoi pas. Donc là, tu es dans un truc un peu plus cérébral de compléter la composition du morceau. Et ensuite, en général, moi, j'aime bien aussi réfléchir à des arrangements déjà. Donc, me dire, par exemple, s'il y a un instrument qui va faire un solo, ou si j'entends des chœurs, j'aime bien déjà les coucher soit sur le papier, soit... D'ailleurs, à ce moment-là, en général, j'utilise l'ordinateur. D'accord. Juste pour me dire, j'utilise mon logiciel et juste je superpose des pistes pour juste entendre. J'enregistre ça à l'arrache avec mon micro. Il n'y a pas du tout d'objectif de son. C'est vraiment pour entendre en termes structurels si oui ou non les chœurs ils marchent ensemble, si le solo à ce moment-là ça marche, si la structure globale du morceau fonctionne. Donc ce serait une pré-maquette en gros. C'est une sorte de pré-maquette. Il y a certains morceaux qu'on n'a pas besoin parce que tu sais déjà exactement ce que tu veux. Il y en a d'autres où tu te dis les chœurs, j'aimerais bien entendre les 3 voix en même temps pour voir si elles s'harmonisent bien, par exemple. Ouais. Donc ça c'est assez important comme étape. Ça permet de voir si ta proposition elle tient debout. Une fois que tu as ça, en général, tu as une assez bonne idée des arrangements que tu veux, mais tu peux être aussi ouvert à l'expérimentation. Donc là, c'est une autre étape qui est assez sympa parce que tu sors tous les jouets là. Donc là, tu sors tous les instruments, tu testes les sons, tu testes des choses et tu choisis un petit peu ce qui va permettre de créer l'esthétique et l'univers sonore du morceau. Donc là, c'est génial parce que ça fait beaucoup appel à l'imaginaire. Si tu es dans un univers très, années 60, tu vas sortir les instruments qui correspondent. Tu vas peut-être rajouter une touche un peu baroque parce qu'ils faisaient beaucoup ça à l'époque. Donc tu vas mettre un petit clavecin, ou je sais pas. Enfin, tu peux vraiment t'amuser ou si tu fais un truc beaucoup plus années 90, tu vas sortir des effets de guitare, des guitares complètement noyées dans de la reverb, je dis n'importe quoi, mais tu vas jouer avec tout ça pour voir comment tu peux créer l'univers sonore et des choses qui vont, quand tu vas écouter le morceau, t'évoquer des univers, des paysages, tout ça. Donc ça, c'est plutôt la partie production. Attends, petit point, est-ce que dans ta partie production, donc où là tu crées vraiment l'univers autour du morceau, parce qu'en fait, à la base, t'as ton idée, donc t'as vraiment ce processus créatif qui fait que t'essayes des choses toi-même, tu te dis, tiens, j'ai une mélodie, j'aime bien cette mélodie, j'ai 4 accords de guitare ou un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment la phase où en fait, tu testes plein de trucs, tu t'amuses et tu te dis, et ça arrive un peu comme ça en fait. Ouais. C'est une phase qui est limite méditative où les choses arrivent et tu te dis tiens une idée, je l'ajoute, tiens une autre idée, je l'ajoute, tiens ça va ensemble. Ensuite tu combles les trous. Ouais. Donc ça tu recommences à reconverger un petit peu. Et est-ce que dans la première phase où tu commences à voir les idées qui arrivent, est-ce que tu as déjà une vision de l'univers, de l'esthétique? Donc là quand tu me dis la phase de production où tu vas commencer à voir tel reverb, tel effet, telle chose. Est-ce que tu as déjà une vision de ça quand tu es au début de ta phase de composition ? En général, en fait, on va pas se mentir, en général, oui. D'accord. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que un artiste, il a beaucoup écouté un autre artiste et il est fasciné par un ou deux morceaux ou par une époque de cet artiste-là et il se dit, mais j'ai envie un peu de faire un morceau dans cette vague-là, enfin dans cette... Ce qui peut être à la fois une bonne idée, mais aussi un peu un piège. Parce que faut pas non plus avoir trop d'idées préconçues sur ce que tu vas générer. Parce que si t'es pas capable de faire du premier album de Nirvana, ça sert à rien d'essayer de te museler dans cette chose-là, si en fait c'est pas vraiment ce que t'as à offrir. Donc ça peut te donner des idées, certains repères. Par exemple, tu peux te dire, j'aime bien le fait que l'arrangement soit très dépouillé et que la voix soit vachement en avant. Ok, ça c'est un repère, et a priori ça va pas trop te mettre des bâtons dans les roues, mais par contre si tu veux vraiment exactement le même type de songwriting que Kurt Cobain, les mêmes types d'accords, etc., t'as un risque soit de tomber dans une sorte de plagiat et du coup de dépersonnifier ta création, soit même d'être bloqué parce que tu te rends compte qu'en fait t'arrives pas à faire du Kurt Cobain. Et en fait c'est même pas forcément l'objectif que tu fasses du Kurt Cobain, l'objectif c'est que tu fasses du toi, enfin donc voilà. Donc moi je me dis plutôt, en général, si t'as une bonne intuition mélodique, harmonique, et que t'arrives à trouver une chanson qui est belle, ensuite on va trouver les moyens de la sublimer par l'arrangement. Mais c'est plutôt donner à la chanson ce qu'elle demande, plutôt que de lui calquer un modèle préétabli en disant cette balade-là, je vais la faire sonner comme du Kurt Cobain. En fait, ça se trouve, il faut lui donner autre chose, quoi.
Donc j'aurais plutôt... Mais après, ça c'est un truc, je dois avouer que moi-même je tombe dans ce piège-là, parce que parfois je suis tellement fasciné par un truc, je me dis, mais je veux faire pareil, etc. Et en fait, c'est pas là forcément que tu fais les meilleurs morceaux, quoi. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que ça peut être un process que tu peux avoir toi d'un point de vue personnel. Ouais. Pour entre guillemets, pour te dire, je me lance dans la musique, ou j'essaye de commencer la musique, et je vais aller essayer de composer un morceau dans le style de. Ouais. Donc ça peut être un super exercice en vrai. Complètement. Mais par contre, après, quand tu te dis je dois composer mes propres morceaux, donc là c'est de faire la différence entre les exercices où tu te dis j'ai un exercice et j'essaye de composer ma chanson dans le style de Kurt Cobain, de Dave Grohl. Bon là je vais citer que des membres de Nirvana, mais il y en a d'autres. Donc tu vois, pour sortir, une fois que tu as fait ça, tu te dis ok, j'ai ingéré tout ça, j'ai compris tous les styles de mes différents artistes préférés, comment est-ce que je fais ma tambouille à moi? Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, parce que en fait tu peux venir en studio, ou tu peux venir dans la composition avec un œil assez neutre en te disant j'ai fait ces exercices-là, maintenant je rentre dans cette phase de ta première phase de je trouve une idée, et là en général c'est quelque chose qui va te venir, et en fait on dit qu'il y a beaucoup d'artistes qui trouvent leurs idées sous la douche. Enfin beaucoup d'artistes, je sais pas, moi c'est mon cas, parce qu'en fait t'es dans un état où ton cerveau il est juste en train de vagabonder, et t'as des trucs qui te disent et tu fais ah tiens ce serait cool d'écrire une chanson là-dessus. Et donc en fait toi, de ton point de vue, à quel point est-ce que c'est important de laisser son cerveau faire le process d'ingérer ces différents artistes, ces différentes influences, et en fait de le laisser vagabonder et tester des choses? En fait, en pratique, je pense que tu as des phases où tu vas écouter certaines choses, tu vas écouter peut-être 3-4 artistes à un moment, naturellement tu vas les ingérer, et ce que tu vas jouer ou ce que tu vas avoir envie. En fait, quand tu écris une chanson, tu as aussi une mécanique interne de choix qui est vachement influencée par ce que tu es en train d'écouter. Et donc, du coup, tu vas essayer plein d'accords et tu vas sans arrêt rejeter des choses inconsciemment en disant non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et en fait, naturellement, tu vas vouloir te rapprocher de l'idée que tu as en tête. Et quand ça rentre pas dans cette idée-là, tu vas avoir tendance à le rejeter. Ça veut pas dire que l'idée elle est pas bonne en tant que telle, mais c'est juste qu'elle correspond pas à ce que tu as envie de faire à ce moment-là, quoi. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Non, c'est intéressant. C'est intéressant. T'as un conseil, toi, pour garder ces idées qui sont peut-être bonnes, mais qui rentrent pas dans ce contexte-là? Est-ce que, toi, ça t'arrive? Ouais, alors, moi, je marche beaucoup au dictaphone, donc j'enregistre énormément de notes vocales sur mon téléphone, ce qui est d'ailleurs un enfer à classer. Donc, ça, je vous donne le conseil, si vous le faites, mettez vraiment des noms à chaque fois sur les... Je sais que ça prend du temps, mais après, si vous avez juste des dates et des heures, vous retrouverez jamais vos compositions. Mais du coup, oui, à mon avis... Alors, il y a plusieurs conseils pratiques. Il y a déjà le fait de... Quand on sent qu'on est dans un moment d'inspiration et que faut prendre un instrument et essayer de trouver quelque chose, assez vite, quand vous avez le truc dans votre tête, vous vous dites « Oula, il y a quelque chose qui se passe ». Là, pour moi, il faut tout de suite sortir de dictaphone et capturer le truc le plus brut possible avec du yaourt, des fausses paroles, quoi, pour tout de suite garder la chose qui vous a fait vous dire que c'était un peu intéressant, un peu hors du commun. Donc ça, il faut absolument le préserver. Et ensuite, j'ai tendance à dire, là, il faut couper les distractions, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être un peu dans cet état-là, qui est un état un peu magique d'ailleurs. Ouais. Et de là, de me faire distraire par une notification et puis de commencer à scroller. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, vous avez complètement votre cerveau. Je pense que même en termes neurologiques, je suis pas spécialiste, mais j'ai stimulé une partie du cerveau et d'un seul coup, j'en stimule une autre. Et l'autre, elle s'est mise en pause club, c'est terminé. Là. Donc là, le morceau, vous n'arriverez jamais à retrouver cette magie. Donc pour moi, quand la magie elle arrive, il faut vraiment capitaliser dessus. Donc là, il faut couper les distractions et il faut essayer de tirer le plus possible de ce moment-là et de se laisser porter par un peu comme si c'était une vague et que tu faisais du surf. T'es sur la vague, donc là, il faut surfer la vague. Là. Parce que la vague, il n'y en a pas 15, donc là, t'es dessus, vas-y. Donc là, ah oui, tel morceau, le refrain, je vais faire comme ça. Ah, j'aimerais trop qu'il y ait le mot butterfly dans mon bridge. Allez, je mets ça, etc. Et du coup, en tout cas pour la partie avant, donc ça c'est la partie avant, la partie cérébrale, tu tires le maximum de cette phase-là, pour ensuite progressivement rentrer dans une phase cérébrale, qui à mon avis est mieux de faire assez vite, il faut pas non plus attendre 15 ans, parce que le risque c'est que du coup c'est tes notes de dictaphone, tu les réécoutes 5 mois après, et ça c'est d'ailleurs c'est hyper intéressant, parce que parfois
t'as capturé un truc en te disant c'est génial, tu l'écoutes 3 mois après, tu te dis mais pourquoi j'ai enregistré ça? Parce que t'as plus le contexte en fait. Oui, totalement. Donc tu t'entends chantonner dans la salle de bain une mélodie, tu te dis mais c'est fou, comment j'ai pu penser que c'était pertinent d'enregistrer ça à ce moment-là? C'est là que c'est magique, parce que t'étais convaincu au moment où tu l'as enregistré, parce que t'avais une notion de contexte et t'avais quelque chose qui dépassait même juste le contenu musical dans ta tête, et que t'as voulu formaliser. C'est ça, pour moi, c'est ça la créativité et l'inspiration, quoi. Et t'as voulu le mettre dans une note vocale parce que tu pensais que c'était intéressant. Et ça montre aussi que juste une mélodie chantonnée, ça suffit pas. En fait, il faut aussi l'habillage, l'arrangement autour pour vraiment sublimer cette idée-là, quoi. En fait, c'est hyper intéressant. Dans le sport, l'état de magie dont tu parles, enfin dans le sport et dans d'autres choses, on appelle ça l'état de flow. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là. Oui. Donc moi, personnellement, ça m'arrive aussi beaucoup quand je joue de la guitare. Où, tu vois, je suis là, je suis en train de jouer, je commence à jouer. Généralement, au bout de 10 minutes, ça commence. Enfin, ça commence pas tout le temps, mais au bout de 10 minutes, il y a un moment où je commence à rentrer dans un truc et ça devient, je vais pas dire que ça devient automatique, mais je sens que mon cerveau, il est parti autre part. Donc je suis hyper concentré sur ce que je joue. C'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup dans les activités manuelles. En général, quand il y a quelque chose qui demande une énorme concentration à quelqu'un, j'ai parlé de ça avec un ami qui m'expliquait qu'un jour, il avait fait un stage de coupage de lettres, tu vois, les lettres dessinées dans du bois, avec une scie sauteuse. Et qu'en fait, comme il était obligé d'être concentré pour pas se couper un doigt, il était dans cet état-là et il a réussi à faire le truc. Et le moment où il était plus dans cet état-là, le trait est parti de travers et il s'est dit « Ah zut, il faut que je revienne dedans ». Et en vrai que c'est un état qui est assez intéressant. Si ceux qui écoutent ce podcast arrivent à le ressentir pendant que vous créez, c'est absolument génial parce que c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin et de vous lancer. Mais c'est vrai qu'après, il peut pas être là tout le temps aussi. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir des routines, de pas trop sortir aussi du fait que j'ai écrit ce morceau, j'ai eu cette idée-là à un instant T, comme tu le disais, et si je le réécoute 5 mois plus tard, je m'en souviendrai peut-être plus. Après, en revenant là-dessus, j'avais entendu un artiste qui disait « Si une chanson est bonne ou si un morceau est bon, vous devriez vous en souvenir 3 semaines après. » Ou 2-3 semaines après. Complètement. Est-ce que toi, c'est un truc que tu partages? Et est-ce que tu fais ça au risque de perdre tes morceaux ou perdre tes idées? Ou est-ce que tu dis, je l'enregistre de toute façon, je la réécoute dans 3 semaines si je m'en souviens? Je crois que je me pose pas... là, pour le coup, je suis 100% d'accord que si la mélodie est super et que le morceau est super, forcément, il va plus rester en tête, ça me paraît évident. Après, il y a des moments juste... en fait... C'est vraiment une histoire d'envie et de plus en plus, j'essaie d'écouter les envies profondes que j'ai et de faire sauter. C'est pour ça aussi que le workflow analogique m'a vraiment libéré quand j'ai découvert ça. C'est que j'avais l'impression de faire sauter tout un tas de blocages qui m'empêchaient de faire vraiment ce que je voulais faire, quoi. Et, parce qu'en fait, tu te fixes des choses psychologiques où tu te dis je dois me conformer à tel code, à telle façon de faire, Et du coup, tout paraît être une montagne parce que tu es tout de suite dans une quête de perfection, alors qu'en fait, tu veux juste capturer un truc qui te fait kiffer et tu veux la route la plus rapide pour faire ça, quoi. Donc, et même, en fait, dans toutes les étapes, il y a des étapes, dans la création, il y a des étapes qui sont plus ou moins douloureuses. Là, on a parlé des étapes plutôt sympas, mais l'étape, par exemple, de finalisation d'un morceau, elle peut être extrêmement douloureuse parce que... Et moi, je me surprends encore à faire ça, même si je suis sur bande, etc. Il y a un moment où quand tu prends ton morceau de la bande et que tu le mets dans ton ordinateur, tu vas faire des derniers petits traitements, tu vois, les derniers traitements. Et à ce moment-là, je peux encore retomber dans un truc de perfectionnisme, à changer des pouillèmes de dB, etc. Et là, en fait, je sens que ça active pas les bonnes zones de mon cerveau. Et que ça me fait un peu du mal, que ça me fait souffrir. Et en fait, c'est pas des choses qui, en plus, sont au service de l'art, parce qu'un pouillème de dB, personne ne va l'entendre, quoi. Donc ouais, il faut vraiment essayer de se concentrer sur les choses où on se sent le plus aligné, où on prend le plus de plaisir, parce que pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on fera les meilleures choses, quoi. En fait, dans ce que tu dis, il y a un gros côté où faut se lâcher la grappe, en vrai. Complètement. En fait... ce que je retiens dans tes explications, c'est qu'à partir du moment où tu te forces, il y a peut-être un problème où en fait, ça va peut-être pas marcher, ou c'est peut-être pas bon, ou c'est peut-être pas aligné avec toi. Et en fait, si on prend une analogie avec le sport, parce qu'en fait, c'est là où on s'en rend vraiment compte,
Parce que quand on crée quelque chose, quand on fait de la musique, on n'a pas cette sensation-là. Mais dans le sport, si vous faites par exemple de la musculation, si vous faites un geste et que vous sentez que vous forcez, parfois, ça peut être bien, mais parfois, ça peut aussi faire que tu vas te blesser. Ouais. Et ça peut faire aussi que tu n'es pas du tout aligné avec ce que tu vas faire. Et en fait, faire le geste de telle manière au lieu de le faire de telle manière où tu serais moins blessé et c'est un geste qui serait plus fluide, il y aurait peut-être quelque chose où en fait tout ça aurait été beaucoup plus naturel et beaucoup plus normal. Et dans le côté, là où je suis d'accord avec l'analogie, c'est dans le côté l'écoute du corps et l'écoute de soi. Parce que le sport, c'est quand même, malheureusement, non, mais dans ce cas-là, ça serait pas forcément une bonne analogie parce qu'il y a un côté de perfection, perfectionnisme, un côté de performance, mais en fait, on fait pas de l'art pour faire de la performance, tu vois. Ouais. Enfin, ça dépend qui. On appelle ça performance, mais pour moi, la performance artistique et la performance sportive, c'est pas du tout les mêmes. C'est le même terme, mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce que tu peux avoir un truc qui est très imparfait, mais qui est génial artistiquement, du fait de ses imperfections, alors que si un coureur du 100 mètres fait un mauvais départ, il va pas faire un bon temps. Enfin, je veux dire, alors, il y a des domaines sportifs où il y a peut-être un peu plus le côté artistique. Un joueur de foot qui fait pas du tout gaffe à son hygiène, il peut quand même faire rêver les stades parce que donc il est dans l'imperfection, mais il a un côté artistique un peu romantique. Donc ça marche. Mais en tout cas, par contre, je suis d'accord sur le côté écouter son corps, écouter quand on est dans une situation qui nous met mal à l'aise, quand l'énergie est pas la bonne, parce qu'en général, le corps il envoie un signal, il se dit bon là, ça j'aime pas. Donc il faut écouter ça, le processer et se dire bon maintenant comment je peux faire pour que ça aille mieux quoi. Ouais, là je suis assez d'accord avec toi. Si on revient sur toi, ton process, parce que là on a beaucoup parlé de toute la partie j'ai une idée, je la réalise, je l'écris, je commence à faire mes arrangements. La suite après, comment ça se passe quand t'arrives, tu t'es dit j'ai fait mes pré-maquettes, j'ai fait entre guillemets mes différentes strates de voix, j'ai pu voir qu'elle marchait. Là, tu fais quoi? Tu passes sur bande directement et tu enregistres? Ouais, alors là, pour le coup, il faut un peu réfléchir d'un point de vue pratique. Je sais pas si tu parles de l'enregistrement à bande ou l'enregistrement général, mais il y a quand même, à mon sens, des étapes. Par exemple, sur bande, c'est mieux de commencer par certains instruments. Donc en général, c'est mieux de commencer par une section rythmique. Ouais. En fait, de commencer à la fois par la section rythmique et par un instrument qui va guider l'intégralité de la composition, parce que ça va simplifier ensuite le fait de te repérer dans la chanson. Donc en général, tu vas, je sais pas, mettre une guitare témoin qui va faire tout le long du morceau et la batterie par exemple. Donc ça va être les deux premières choses que tu vas faire. La guitare, elle va te donner l'information de là où t'es dans le morceau et la batterie, elle va te donner l'information du rythme pour qu'ensuite tout soit bien sur le groove de la batterie en termes de tempo, que tout soit bien calé quoi. Et il y a des choses pratico-pratiques sur bande où tu vas te dire, bon, bah, par exemple, je te parlais du processus où tu vas transformer 6 pistes en 2, où tu vas perdre du coup la capacité de changer des choses. C'est quand même un peu bête de mettre sa voix principale à ce moment-là, parce que c'est quand même un peu le truc. S'il y a bien une chose sur laquelle tu vas avoir le contrôle jusqu'au dernier moment du morceau, c'est la voix lead. Parce qu'en général, c'est quand même un truc assez critique, le niveau de la voix lead. Donc ça, tu te le laisses vraiment à la toute fin, comme ça tu sais que tu auras le contrôle dessus. Par contre, si dans ton accompagnement, le tambourin est un peu trop fort, bon, bah, a priori, ça va pas faire que le morceau est raté, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Donc il y a quand même des trucs d'organisation sur comment tu vas enregistrer séquentiellement les choses. Et dans l'ordinateur, t'es un peu plus libre parce que t'as pas cette contrainte de piste, etc. Mais quand même, en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la perception que tu as de l'œuvre au fur et à mesure qu'elle évolue. Ça, je pense que c'est vrai dans toutes les formes d'art. Et en fait, la musique, c'est assez bâtard parce que normalement, un auditeur, il écoute la pièce complète, il écoute le morceau entier. Et souvent, dans la musique pop, tu simules en fait un groupe de musique qui joue. Pas forcément, mais en général, tu vas mettre basse batterie guitare ou basse batterie clavier, par exemple. Et en fait, dans un enregistrement, tu fais semblant, tu crées une sorte d'illusion du fait que tous ces gens-là jouent en même temps. Ouais. Alors que c'est pas forcément le cas en studio. Donc tu peux le faire si tu as des très bons musiciens, et c'est d'ailleurs en général assez génial et une bonne idée de le faire. Mais si tu es contraint parce que tout simplement t'as pas assez de personnes ou que t'as pas des gens suffisamment bons, ou que t'as pas assez de place. Ou que t'as pas assez de place aussi. Et du coup, tu vas faire piste par piste. Et là, en fait, c'est assez dangereux parce que tu peux... En tout cas, dans le numérique, moi, je me rendais compte que je faisais une première piste de guitare et je réécoutais que la piste de guitare. Donc forcément, quand t'entends que la guitare, t'entends tous les défauts de la guitare et t'as envie qu'elle soit parfaite. Donc tu la corriges, elle est parfaite, etc.
Puis après, tu fais ta piste de basse. Pareil, parfait. Ta prise de clavier, etc. Et en fait, à la fin, tu as fait des prises qui sont individuellement parfaites, mais qui n'ont absolument aucune réalité conceptuelle, parce que les gens, dans tous les cas, ils vont écouter tout en même temps. C'est exactement comme si en cuisine, tu passais des heures à éplucher tes tomates et à sélectionner tes feuilles de basilic, mais comme un taré, quoi, alors qu'en fait, les gens, ils vont manger une sauce, quoi. Donc en fait, ils ont pas le détail de... Et même s'il y a une feuille qui est un peu écornée et une tomate qui est pas la plus fraîche, bah en fait, dans la sauce, ça se trouve, ça va même rajouter un petit côté sympa et les gens vont pas avoir... Donc en fait, il faut vraiment se méfier de la perception qu'on a au moment où on est, parce qu'elle ne représente pas la perception finale. Donc, quand on fait du piste par piste, je pense qu'il faut attendre d'avoir... Il faut vraiment se fier à l'instinct macro, encore une fois, et pas micro. Macro de la prise. Est-ce que la prise, elle avait globalement la bonne intention ? Et si oui, elle a la bonne intention, allez hop, on passe à la suivante, et on verra l'ensemble, en fait. Et si vraiment la prise de guitare, elle est pas possible, on la refait. Mais sinon, et en fait, moi d'expérience, tu la refais jamais, la prise. Parce que de 1, t'as la flemme. Et de 2, en fait, en écoutant l'ensemble, ça marche. Parce que t'es pas dans une analyse micro des petits défauts, des petites choses. Donc en fait, tu la refais jamais. Et tu gardes ce côté un peu authentique où oui, il y aura peut-être des petits pépins par moment. Et c'est aussi ce qui fait que l'ensemble sonne vrai, quoi. Donc voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, je pense que si tu te dis, je recorrige chaque piste par chaque piste et chaque micro-détail par chaque micro-détail, individuellement, donc sans écouter les autres, il y a un moment où tu peux te dire, en fait, il y a peut-être telle piste qui va être décalée par rapport à telle piste. Bon, après, tu peux recorriger ça avec Ableton et tous les autres logiciels normalement. Mais il y a un côté où, en fait, tout peut sonner parfaitement individuellement. Complètement. Et comme reprendre l'analogie de ta cuisine, t'as fait cuire ta ratatouille avec chacun des différents ingrédients indépendamment, mais en ça fait, marche pas ensemble. Ils sont pas mêlés, ça marche pas ensemble. Ouais, il y a même... mais ça, c'est... Moi, il y a des moments sur l'ordinateur où parfois je me prends la tête parce qu'il y a un truc... au niveau du ressenti global du groove, où tu as l'impression qu'il y a un truc qui est à côté, et tu sais pas s'il est en avant, s'il est en retard, tu sais pas si c'est la batterie, tu sais pas si c'est la basse, et tu joues sur des millisecondes, et en fait ça se fait changer, et tu sais plus où donner de la tête. En particulier quand tu recales des choses, est-ce que tu recales ta basse par rapport à la batterie, ou par rapport au métronome sur lequel la batterie c'est... Donc en fait, c'est là aussi que je pense que l'approche live, elle a... Alors... Encore une fois, il faut être bon, quoi, parce que ça demande quand même... C'est assez exigeant, mais l'avantage du live, c'est que tu peux faire confiance au feeling des musiciens pour faire groover comme ça doit groover au moment où ça a été fait, sans qu'il y ait besoin de recaler, quoi. Donc ça, c'est pour moi un grand avantage de la prise live et qui te fait gagner du temps aussi, parce que du coup, tu vas pas perdre tout ce temps à tout recorriger, tout remettre sur la grille, parce que en fait, à la prise, tu as quelque chose qui va te satisfaire par la suite. Ok, top. Donc là, on a parlé de l'enregistrement. Donc, quand on enregistre tout le monde, après l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a la phase de... Bon, là, c'est plutôt des phases techniques. T'as le mixage, qui va être, grosso modo, de reprendre les différentes pistes que t'as enregistrées, de les équilibrer, de mettre certains traitements, donner un peu de couleur aussi, si tu veux mettre, je sais pas, de la reverb, etc. Et ensuite, t'as une dernière phase. Donc là, je parle vraiment de la bande, mais tu vas repasser tout ça dans l'ordinateur. Tu vas faire la phase dont je parlais avant, qui s'appelle le mastering. Donc là, c'est les derniers petits ajustements, mais où tu n'as plus la main mise sur chacun des éléments, mais tu traites la musique de façon globale. Donc les derniers petits ajustements, et après tu sors un fichier numérique que tu vas mettre sur les plateformes, n'importe quelle plateforme. Ça, après, ton fichier numérique, il te sert de référence pour distribuer partout sur Internet ta musique. Ok, top. C'est hyper intéressant tout ça, parce que je pense que même ceux qui nous écoutent, ils sont hyper intéressés par avoir le process complet sur comment ça se passe. Toi, si tu avais peut-être 2, 3, 4 conseils à donner à quelqu'un qui veut composer sa chanson originale, quels conseils tu lui donnerais et quels sont pour toi les points les plus importants sur lesquels il faut qu'il insiste ? Alors, donc, tu veux dire quelqu'un qui veut composer ou qui a déjà un morceau... Quelqu'un qui veut composer. Qui veut composer, ok. Ouais. Alors, moi je dirais déjà, première étape, c'est d'aller puiser à l'intérieur de soi et de se demander ce qu'on veut raconter. Ok. Et là, pour moi, il y a plein d'éléments. Il y a donc des éléments plutôt extérieurs à soi qui sont les références et en fait, dans l'héritage de quel courant musical ou de quel groupe on veut s'inscrire ou quel hommage on veut rendre à ces artistes-là. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt extérieur. Ouais. Du coup, là, c'est intéressant aussi pour collaborer par la suite, d'établir un certain nombre de références pour donner une idée de là où on veut aller.
Et puis un mouvement beaucoup plus introspectif qui est de se dire de quoi je veux parler, mes émotions, mon humeur du moment, peut-être d'une personne dont je veux parler, peut-être d'imaginer un personnage à qui il arrive ça et ça va faire écho à ce que j'ai ressenti, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie pour moi la plus importante, parce que c'est vraiment ce qui va façonner l'émotion du morceau, quoi. Ensuite, je pense que, alors après ça dépend de chacune des personnes, mais je pense que c'est important de s'entourer, et du coup de trouver en fait les personnes pertinentes qui vont t'aider à réaliser ce morceau. Et vraiment là pour moi le plus important, c'est de bien faire le choix pour te dire, est-ce que cette personne-là, à la fois humainement, et alors humainement il y a aussi, donc il y a le fait de bien s'entendre avec la personne, de sentir que son énergie est bienveillante et qu'elle te comprend, etc. Mais il y a aussi, est-ce que la personne est la personne pertinente par rapport à ce que je veux réaliser. Donc si tu veux faire un morceau hard rock metal, tu vas peut-être pas prendre un producteur de K-pop, tu vois. Tu peux faire du K-pop metal. Si tu veux, voilà. Alors là, à ce moment-là, c'est motivé par une idée. Mais en fait, et même au-delà du style, parce que finalement, le style, en fait, c'est peut-être pas le plus important, mais d'écouter ce qu'a fait la personne et même de parler avec cette personne pour comprendre quelle est sa démarche, pour comprendre quelle est sa vision aussi, et te dire, bon, j'essaie de comprendre un peu sa vision et de me dire, est-ce que nos visions match et vont permettre de faire quelque chose de bien. Et je pense qu'au début, quand on commence la musique, on a l'impression d'être face à un Himalaya, quoi, parce que y a énormément d'étapes, il y a énormément de choses, et en fait, on comprend très vite qu'on est incapable de tout faire, et que on va pouvoir faire certaines choses bien, d'autres pas bien. Du coup, pour moi, c'est essentiel de s'entourer, mais c'est aussi très dur au début de trouver les bonnes personnes. Ah, totalement. Parce que dès que tu vas commencer à dire cherche un studio d'enregistrement, t'as ta mère qui va dire mais ouais, il y a tonton Lionel qui a son studio d'enregistrement. Et en fait, ça se trouve, vous n'avez pas du tout la même vision, donc en fait, ça va pas du tout marcher. Ou pareil, tu vas faire un clip, tu t'entends parler de quelqu'un qui fait de la vidéo, mais ça se trouve, vos visions sont pas du tout. Et je trouve que c'est difficile au début de trouver des personnes avec qui tu partages une vision commune. Donc ça, c'est, je pense, très important de rechercher activement ça pour pouvoir donner vie à ces projets-là. Et enfin, un troisième conseil, ça revient un petit peu sur ce qu'on a dit, mais en vrai, je vois beaucoup d'artistes qui, quand ils voient que, en fait, quand ils commencent à avoir une ambition, ils commencent à accepter tout un tas de contraintes qui pensent qu'on leur impose, que ça soit de l'industrie. Donc, oh là là, il va falloir que je fasse tel clip, ou que j'ai tel attaché de presse, ou que je fasse tel concert, etc. Ou que j'ai tel costume. En fait, franchement, il y a un nombre de choses. Et en fait, vraiment, moi, ce que je veux dire à tous ces artistes-là, c'est ne vous sentez pas obligé de faire mais aucune de ces choses-là, et faites uniquement les choses qui vous ressemblent, qui sont alignées avec qui vous êtes et qui vous font kiffer, quoi. Et parce que moi, j'ai fait ces trucs-là aussi en tant qu'artiste solo, et la moitié des choses, c'était pas moi, et franchement, je me dis, mais pourquoi je les ai fait, en fait? Et tu les fais parce que tu te dis, pour être légitime en tant qu'artiste, il faut que j'aille à tel événement, il faut que je fasse tel truc, mais en fait, c'est pas sincère, et c'est pas quelque chose qui, pour moi, génère une énergie positive et qui te fait aller de l'avant. Donc pour moi, il faut vraiment se dire, mais... Alors parfois, il faut les essayer pour savoir si oui ou non ça te convient, donc je pense pas qu'il y ait de chemin... Mais quand t'as l'intuition qu'un truc te convient pas, le fais pas, ça sert à rien d'aller contre ta nature, et peut-être même fais de cette chose qui est, selon l'industrie ou selon les attentes des gens, un défaut, fais-en une force. Je sais pas, par exemple, t'as horreur de faire tes concerts à plusieurs musiciens, parce que c'est un stress, l'organisation, t'as pas trouvé les bons musiciens, etc. Et toi, vraiment, la performance, tu veux la faire seule. Et ok, mais fais-en ta force à ce moment-là. Et du coup, fais peut-être des concerts beaucoup plus intimes, où tu livres quelque chose qui est même peut-être plus de l'ordre du stand-up que de la musique. Enfin voilà, en fait, il y a d'innombrables choses comme ça. Je pense qu'on a tous, en fait, nos lieux d'insécurité ou nos lieux d'inconfort. Et autant il y a des choses qu'on peut challenger, et la musique, pour moi, c'est vraiment une thérapie, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à grandir sur beaucoup de choses. Mais quand il y a des choses qui sont profondément pas alignées avec qui on est et ce qu'on veut faire, je pense qu'il faut pas se forcer à les faire, quoi. Il faut vraiment s'écouter et aller là où on a le sentiment que c'est juste d'aller, quoi.
C'est hyper intéressant ton point, et en vrai il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi, hein. On voit moi celui qui me saute à l'esprit quand tu parles de ça, c'est Sia qui faisait tous ses concerts, on n'a jamais vu sa tête avec une énorme perruque blonde, et en fait c'est vrai que cette bizarrerie, ce qu'on va appeler ça, c'est pas forcément une bizarrerie, mais cet élément différenciant, c'est ce qui va faire aussi que les gens à la fois se rapprochent de vous, se souviennent de vous, ils se disent ok, c'est cool parce qu'elle a quelque chose à apporter qui lui ressemble vraiment. Et en vrai on voit en général, et je pense que c'est très lié aussi à ta démarche de se dire on enregistre sur bande de façon analogique, donc on a vraiment des choses qui sont assez pures et assez nettes, c'est d'avoir une authenticité qui est hyper importante et qui est nécessaire dans l'art, parce que oui, l'art n'est pas parfait, l'art est censé vous représenter. Et en fait, c'est censé être votre vision à vous, c'est censé être la vision de l'artiste qui sort. Donc quand vous faites de la musique. Dans le côté, pour rebondir là-dessus, dans le côté un peu thérapeutique, moi ce que je trouve fascinant, c'est les artistes qui se montrent vulnérables et qui savent qu'ils ont une limite ou quelque chose où ils sont... Et en fait, ils y vont quand même, et plutôt que d'essayer de cacher ce truc-là ou de le maquiller avec tel ou tel artifice, ils se disent, mais en fait, je me montre à nu et j'y vais, quoi. Il y a un artiste qui m'a franchement bouleversé quand je l'ai vu sur scène, il s'appelle Sean Nicholas Savage. C'est un Canadien qui... Enfin, c'est un espèce de gars, si vous écoutez, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il sait pas chanter, il se prend pour Michael Jackson, alors que... Et en fait, ce mec, il est profondément touchant. En plus, là, il passe à Paris, je pense que je vais aller le voir. Et il est profondément touchant. Je l'ai vu sur scène et j'ai juste vu un type qui est submergé par le fait d'être différent et d'être atypique et qui s'est dit, mais en fait, j'ai pas d'autre choix que de le montrer tel que je suis. Et donc, en effet, les 5 premières minutes du concert, il y a un côté, peut-être un tout petit peu un côté mal à l'aise, où il y a même des rires, etc. Et lui, en fait, il va pas changer pour autant. Il livre sa prestation telle que lui, il est. Et en fait, passer ces 5 minutes d'étonnement et de rire, t'es juste complètement sous le charme. Et moi, c'était un des meilleurs concerts de ma vie. Parce que j'ai vu un gars qui avait pas peur de se montrer tel qu'il est, mais en même temps avec énormément de vulnérabilité, où tu sens que le gars, il est passé par des phases vraiment hyper dark, parce qu'en fait, il s'est dit, mais ce que je montre, c'est tellement différent et atypique que je suis pas sûr d'être accepté et d'être légitime. Et du coup, mais en fait, il l'est complètement, parce qu'il l'a tellement bien... il en a tellement fait une force que tu peux pas rester insensible à son charme. Quand tu vois ça comparé à d'autres groupes ou d'autres artistes où tu sens qu'ils ressentent potentiellement la même chose, mais qui veulent surtout pas le montrer, qui gardent un côté très distant, très froid, à vouloir, tu vois, camoufler et peut-être utiliser plein d'artifices. Et du coup, bah forcément, on ressent moins d'empathie. Après, ça dépend des personnalités de chacun. Mais peut-être qu'on sent moins de proximité et d'empathie parce que ces gens-là racontent moins quelque chose qui est, tu vois, touchant, sincère, au plus profond d'eux-mêmes, quoi. C'est hyper, en fait, c'est hyper intéressant et c'est hyper important, et je trouve que c'est un super beau message que tu te livres aussi. Le fait de se dire, soyez vous-même, faites-vous confiance. Parce que c'est pour ça qu'on fait de l'art, c'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour ça qu'on a une passion, c'est pour ça qu'on se lance. C'est pour être soi-même, pour être aligné avec soi-même, pour être aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on veut exprimer. Donc ça, je trouve que c'est un très 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 beau message. Toi, sur peut-être tes prochains projets, tes prochaines séances, tes prochains sujets, tu veux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc là, en fait, on a parlé beaucoup d'enregistrement sur bande. Donc moi, en tout cas sur mon projet perso, c'est pas le cas des gens avec qui je travaille, parce que en fonction du style, etc., on peut être amené à travailler différemment. Mais sur mon projet, là, j'ai décidé que je sais pas si je prépare un EP ou un album, c'est encore à définir. Mais là, sur les morceaux que je suis en train d'enregistrer, j'utilise pas l'ordinateur. Là, l'ordinateur, il est fermé tout le long du process. Et je me suis fixé cette contrainte un peu aussi. J'ai fait ça sur un morceau, j'ai trouvé ça cool, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est parti, je fais ça sur tous les morceaux. Et j'aime bien cette idée de me fixer ce challenge-là, et je redécouvre le plaisir d'enregistrer. Et donc du coup, là, il y a des morceaux. Il y a un premier morceau qui est sorti le 4 septembre qui s'appelle Darling. Il y en a d'autres qui vont sortir, fait avec ce workflow-là. Du coup, avec un côté très organique, très authentique, et puis aussi très vintage, parce que ce soit dans la façon d'écrire, mais aussi les instruments et tout. Qui vont sortir au compte-gouttes, avec soit un EP, soit un album à la clé. Ça dépendra de ma productivité. Super. Du coup, ça, c'est pour mes projets perso.
Pour le studio, moi, là, vraiment, j'ai envie de continuer à développer mon activité. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est ce dont on a parlé sur le fait de travailler à développer les univers artistiques des gens qui ont peut-être des bonnes compositions, des bons morceaux qu'ils ont enregistrés en guitare-voix, piano-voix chez eux, mais qui ne savent pas quelle esthétique embrasser et qui ne savent pas où commencer sur les instruments, etc. Et de mes expériences donc de réalisation musicale avec des artistes, c'est un peu la partie que je préfère. Top. De me dire, dis-moi un peu plus sur tes influences, qu'est-ce que tu as un peu comme idée d'univers, et après on va trouver les outils sonores qui vont permettre de créer cet univers-là. Donc il y a un côté très satisfaisant et très intéressant. Et puis ensuite, l'avantage c'est qu'une fois que tu as défini ça avec l'artiste, je trouve que le reste du processus, que ce soit un mixage, etc., en fait ça coule, parce que c'est très difficile en fait de mixer un morceau s'il n'y a pas eu de direction vraiment définie, parce que t'as pas la mode d'emploi de là où tu dois aller. Alors que si tu as vraiment bien défini l'univers, les choix après ils se font beaucoup plus vite. Il y a une sorte d'évidence dans les choix parce que ça a été défini à l'avance. Et du coup j'aime beaucoup cette façon de travailler, quoi. Donc bien définir à l'avance et de bien construire pour qu'ensuite tout coule, quoi, tout glisse. Donc voilà. Je sais pas si t'as d'autres... Non, mais là-dessus, c'est assez top. Moi, ça me va très bien parce que c'est à peu près ce qu'on avait prévu de faire ensemble, donc c'est canon. Peut-être il y a un dernier truc aussi dont j'ai pas parlé. J'ai commencé un petit peu dans mes capsules sur mon compte Instagram à partager donc des réflexions, des conseils, etc. T'en avais parlé au début du podcast. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire des ateliers dans mon studio pour aussi apprendre. Moi j'aime bien l'idée de partager aussi ce que j'ai appris, les choses que j'aime faire, que j'aime moins faire, et de discuter, de partager avec les gens pour essayer de transmettre un peu ce que modestement je sais faire. Et je trouve qu'il y a un truc qui est hyper enrichissant dans l'échange, parce qu'en fait même si on est en posture de la personne qui enseigne, en fait on apprend aussi beaucoup de choses, déjà du fait de synthétiser sa propre pensée, et puis aussi du fait d'écouter les questions des gens et d'essayer de répondre à des besoins aussi qu'ils ont. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais de plus en plus organiser des formations au studio pour voilà, apprendre l'enregistrement analogique sur bande, mais aussi d'autres choses. Peut-être aussi sur le fait de construire un univers musical pour quelqu'un, tout ça, voilà. Canon, c'est plein de super beaux projets, tout ça. C'est plein de super beaux projets. J'avais toute une liste de questions, mais je pense qu'on a déjà fait pas mal de minutes là, donc on va peut-être pas continuer. Donc moi, je suis hyper content d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Bah moi aussi. Je te demanderai un mot de la fin après, mais je suis hyper content. Je trouve que c'est hyper pertinent aussi parce que d'avoir ton retour, de comprendre un peu plus ton univers, comment est-ce que tu procèdes, parce que je pense que ça peut inspirer plein de personnes qui veulent se lancer ou qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent même se faire accompagner par toi, parce que ça, on a mis en place des accompagnements et on va le faire encore plus par la suite. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation, une recommandation, un livre, un morceau à écouter, n'importe quoi à partager? Alors, je vais peut-être essayer de recommander un livre déjà. Il y a un livre de Rick Rubin que j'ai ici d'ailleurs au studio, je sais pas où il est, qui parle de créativité. Rick Rubin, qui est le producteur des Red Hot Chili Peppers, entre autres, Metallica, de System of a Down aussi, System peut-être. of a Down aussi, qui a produit certains albums, je crois un album des Foo Fighters, enfin qui est Nirvana aussi, enfin qui est un monstre de la production. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Art of Creativity, je crois. Je sais plus le thème exact, mais je crois qu'il n'en a fait qu'un seul, donc vous le trouverez. Et je trouve que cet homme est hyper éclairant justement dans la notion du rapport de l'artiste à sa création, et il a des choses qui sont assez éclairantes sur et que assez peu d'autres gens en fait mettent en avant. Donc moi il m'a beaucoup inspiré. Et sinon musicalement, mais là c'est juste coup de cœur personnel depuis un bon moment, c'est que je suis complètement tombé amoureux des Beach Boys depuis 1 an et j'écoute quasiment que ça. Et en fait, c'est un groupe que j'ai complètement passé... je suis complètement passé au-dessus parce que j'avais juste entendu certaines chansons les plus connues. Mais je suis tombé amoureux de toute la période qu'ils ont, du milieu des années 60 au début des années 70. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce que c'est vraiment une période où, après leurs énormes succès, ils se sont dit on va faire pleinement notre tambouille. Et il y a des choses très bizarres, très atypiques, mais qui sont en même temps extrêmement créatives
et qui, je trouve, ont une richesse qu'on a du mal à trouver dans la musique actuellement, parce que ça crée des... Je veux dire, quand je ferme les yeux, j'ai des images dans la tête de choses que j'avais jamais vues en écoutant n'importe quelle autre musique, quoi. D'accord. Donc en termes d'univers sonore, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement intéressant, c'est, bon, évidemment, en termes de composition, c'est assez génial, parce que c'est Brian Wilson à la baguette. Donc ouais, ça. Canon. Donc allez écouter les Beach Boys. Ouais. Un peu sous-coté en France, ce groupe, d'ailleurs. Pas beaucoup de gens en parlent. Hein. Bah, pas beaucoup de gens en parlent. Je pense qu'on a tous en tête le Surfing USA, et toutes ces chansons-là qui sont des trucs absolument top, mais je pense que... Et même moi, personnellement, je connais pas assez tous les autres morceaux, donc je vais aller écouter aussi. Surtout, il y a un album qui s'appelle Friends, qui est très atypique, mais qui pour moi est maintenant quasiment dans mon panthéon de mes albums favoris. Ok, top. Donc allez écouter Friends des Beach Boys. Ouais. Ok. On va arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, Max. Bah, avec plaisir. Et dans ce super studio. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et tous les éléments que Max nous a partagés, notamment tous ses super conseils et comment il s'est aussi livré à la caméra, au micro. Et on vous dit à très bientôt. Yes, ça marche. Merci Max. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de The Side Project Café. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @The Side Project Factory ou sur notre site internet thesideprojectinc.com. Allez, à très vite.